déjà, je suis ravi d'être ici pour animer cette table ronde autour du thème intelligence artificielle. La France était dans la course. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Vincent Vella, je suis directeur des technologies émergentes chez EY Faber Novel et je supervise notamment tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et l'IA générative. Donc, ce matin, pendant cette table ronde, on va débattre ensemble du rôle de la France dans le domaine de l'IA. L'intelligence artificielle est un vecteur de transformation depuis des années déjà, donc en soi c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'arrivée de l'IA générative qui fait rentrer dans une nouvelle ère toutes nos interactions homme-machine, qui pose beaucoup de questions à la fois éthiques, financières aussi, gouvernance. C'est tout ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui et évidemment investissement. Donc ces questions, on va les aborder avec un joli panel qui est devant moi. Je vais vous proposer de vous présenter les uns après les autres et ensuite on commencera le débat. Bonjour à tous, moi je m'appelle Valentin Schmitt et je suis le directeur général et le cofondateur d'une start-up qui s'appelle AskMona. Chez AskMona, on crée des solutions d'intelligence artificielle à destination des institutions culturelles, et ce depuis 2017, soit avant la visite pour préparer sa visite, pendant la visite pour discuter avec des tableaux, des œuvres d'art. Et puis après la visite, on a créé des objets que vous pouvez ramener chez vous pour continuer la visite et pour prolonger des conversations. Donc on a créé des intelligences artificielles conversationnelles destinées au monde de la culture et de l'art. On fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Bonjour à tous, moi je m'appelle Nicolas Parpex, je travaille à la Banque publique d'investissement, BPI France, et je m'occupe de la French Touch, ce coq orange là qui est un cousin du coq rouge que vous voyez beaucoup dans ces travées. La French Touch, qu'est-ce que c'est ? C'est une initiative systémique qui consiste à réunir un continuum de financement, d'accompagnement, d'investissement dans les entreprises françaises créatives, le cinéma, la mode, la musique, le jeu vidéo, etc. On a lancé cette initiative en 2020, on a déployé un peu plus de 5 milliards de financement, donc à une échelle significative. Et c'est aussi le fait d'être les facilitateurs d'un récit commun de ces industries créatives qui étaient puissantes, rayonnantes et compétitives individuellement, mais un peu silotées. Donc on s'y prend en animant une communauté de 150 entreprises et en créant des événements, des partenariats de communication autour de ce coq orange et de ce récit commun de la création française. Et évidemment, l'intelligence artificielle est une transversale technologique qui est très très haut dans nos priorités en ce moment. Bonjour, Frédéric Josué. Alors, je préside une société qui s'appelle 18M, ça veut dire 18 mois. Mon métier, c'est d'analyser les signes faibles à 18 mois. Je fais du conseil marketing avec 2 verticales, le conseil en tech, technologie et les sujets de société, la question sociale. J'ai financé les programmes de recherche appliqués depuis une quinzaine d'années avec des grandes universités de par le monde, notamment sur les sujets d'aide à la décision, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je conseille des grandes sociétés, notamment Ferrero, Orange ou BNP Paribas, en créant, grâce à l'intelligence artificielle, des référentiels d'information. Donc on va, par exemple, analyser 200 000 verbatim que l'on va organiser en grands ensembles pour essayer de comprendre ce que disent les gens, qu'est-ce qui se cache derrière la pensée complexe des individus grâce à l'analyse sémantique notamment. Et ça fait une petite vingtaine d'années que ces dispositifs sont disponibles, même s'ils s'améliorent au fil du temps. Merci. Alors peut-être déjà avant de commencer de parler de la France et du rôle de la France dans l'écosystème de l'IA et de l'IA générative, peut-être Frédéric, une petite question pour toi, question piège pour commencer. Pour toi, c'est quoi l'intelligence artificielle déjà ? Et qu'est-ce que finalement l'IA générative, dont on parle beaucoup là, depuis la fin de l'année dernière et l'arrivée de ChatGPT, change véritablement pour qu'on comprenne pourquoi tout le monde s'excite sur l'IA alors que finalement l'IA c'est presque aussi vieux que l'ordinateur. J'adore la question. Donc en effet, l'IA c'est au moins en Angleterre et aux États-Unis un domaine et une discipline qui date des années 50. Alan Turing, puis The Imitation Game, si vous voulez voir ça au cinéma. C'est des développements assez significatifs à partir des années 80 avec la robotique dans les chaînes de production. C'est la capacité à lire des chèques à partir des années 60, ce qu'on appelait les OCR. Et puis autour de 2000, la recommandation, l'imagerie médicale à partir de 2005. Donc c'est une discipline qui est, si ce n'est ancienne, qui a à minima, pour les premiers développements, 70 ans à peu près. À partir de 2010, il y a
a une très grande évolution qui va succéder à ce qu'on a appelé l'hiver de l'intelligence artificielle. C'est le développement du deep learning, notamment grâce à un chercheur français qui s'appelle Yann Lequin. Alors, il y a 2 grands chercheurs français, il y a Ben Gio et Yann Lequin, tous 2 professeurs à l'ENS, qui sont partis à l'étranger. Donc on pourra s'interroger sur la raison pour laquelle ces chercheurs partent à l'étranger. Il y a une grande école française, notamment de la mathématique fondamentale, qui a permis le développement en deep learning. Donc l'IA classique, c'est quoi? C'est la capacité pour une machine à répliquer un processus humain, donc résoudre des problèmes qu'un être humain résolvait par lui-même, avec plus grande rapidité, avec une plus grande mémoire, capacité de mémoire. L'IA générative, c'est la capacité pour une machine de produire des médias. Donc, si la base de données est textuelle, de produire du texte, si la base de données c'est de l'image, de produire de l'image. Et ça, c'est né autour de 2012-2014 pour l'image, encore une fois grâce à Yann Lequin, mais c'est surtout de très grands développements à partir de 2017 avec la création, l'invention par Google de ce qu'on appelle les transformers et ensuite par ailleurs les modèles de diffusion. Et ça arrive en fait grand public en novembre, alors que l'IA, elle datait des années 50 et c'était très B2B. Ça arrive pour le grand public à partir de novembre 2022 avec la version chat de GPT. Merci, très clair. Du coup, tu posais la question, et c'est totalement en lien avec le thème de cette table ronde, c'est des chercheurs français, il y en a beaucoup, renommés avec des rôles assez décisifs dans les évolutions de ces technologies. Mais souvent, ils travaillent dans des entreprises qui sont à l'étranger, des GAFA notamment. Donc la question, c'est quoi la position de la France déjà par rapport à l'IA ? Comment on aborde ces sujets en France, à la fois au niveau de l'État, au niveau des entreprises, au niveau des usages. Déjà, est-ce qu'on a une façon particulière d'aborder ces sujets par rapport à potentiellement d'autres pays? Est-ce que c'est un frein éventuel au fait que ça soit en France, que ça se développe ces technologies dans des sociétés françaises? Alors, je pense que Nicolas pourra répondre mieux que moi sur ce sujet, mais la France a une vision globale de l'IA, donc on a été les premiers, par exemple, à réfléchir sur une approche normative de l'IA en 2018, notamment avec le rapport Villani. Encore une fois, la France puis l'Europe, hier, a aussi légiféré en matière d'éthique de l'IA et d'encadrement de toutes les parties très sensibles de l'IA en matière de médecine, en matière de défense, de système d'aide à la décision à risque. Les chercheurs français ont permis les développements sur la mathématique fondamentale, donc sur le deep learning. Donc on est sur le devant de la scène. L'ENS également est sur le devant de la scène. Après, il y a les financements, il y a l'aspect politique, il n'y a pas, et c'est dramatique, l'aspect culturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture du numérique aujourd'hui en France, que ce soit à l'éducation nationale, que ce soit au niveau politique. Les différents secrétaires d'État qui ont traité de matières technologiques sont arrivés sans connaître les aspects technologiques. Bon, évidemment, c'est la fonction qui fait l'homme, comme disait François Hollande, mais on peut regretter un manque de culture technologique en France, ce qui fait qu'il n'y a pas de développement d'un écosystème technologique en France, même si tout est là, les financements sont là, les aspects politiques sont là. Si vous voulez aller à la Polytechnique sur le plateau de Saclay, il vous faut 48 heures, quoi. Alors que si vous voulez descendre à San Diego, à la Silicon Valley, il y a un train, il y a des bus tous les matins, c'est assez simple. Et Nicolas, de ton côté, d'un point de vue investisseur, comment est-ce que tu vois justement cet écosystème et la particularité potentielle de la France, s'il y en a une d'ailleurs, Peut-être avant de prendre la casquette d'investisseur pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'aspect un peu systémique, je pense que si on dézoome beaucoup, c'est un sujet pour la France qui rejoint beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'on a des atouts et des avantages. On n'est pas à la rue. Le rapport Villani, le premier plan IA, on a des universités, on a des talents fondamentaux, on a des startups, donc on a des atouts. Ensuite, on est un peu sous critique parce qu'on est la France et pas les US ou la Chine. Donc ça veut dire qu'on doit aussi avoir une approche très écosystémique et très partenariale à l'échelle européenne et probablement d'ailleurs au-delà. Et la réponse, comme toujours, c'est une réponse qui doit être écosystémique dans le sens où c'est une réponse qui doit adresser tous les sujets, mettre les parties prenantes ensemble et avancer sur toutes les briques, de l'enjeu. Et je pense que les annonces du président de la République hier sur le sujet sont assez claires. Il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux de calcul, il y a des enjeux de modèle, il y a des enjeux de financement des startups. Et en fait, la réponse n'est pas... Il
faut pas appuyer sur un seul bouton pour que ça marche, hein. Il faut appuyer sur plein de boutons en même temps. Et comme on n'a que 10 doigts, en fait, il faut le faire à plusieurs, quoi. Donc ça, c'est la vue globale du truc. Ensuite, évidemment, dans tout ça, il y a le fait d'être capable de financer et d'accompagner des startups. Bon, là, les VC sont dans une période un peu de surexcitation, ce qui fait à la fois nos limites, et c'est aussi pour ça qu'on nous aime, hein, dans un sens comme dans l'autre. Donc il y a une vision qui peut être parfois assez brutale sur le fait dont cette itération et ce choc de transformation technologique va potentiellement mettre à la poubelle un certain nombre de plaies d'entreprises. Donc ça, c'est le côté douloureux. Et ensuite, il y a le côté surexcitation sur ce qui vient. Bon, encore une fois, je pense que là, il faut dézoomer, garder la tête froide et se dire que ce qui est important, c'est, y compris dans des enjeux qui sont en effet totalement transformants, ça je minimise pas du tout le truc, mais de garder de rester sur des thèses d'investissement qui s'appuient sur des super équipes, des propositions de valeur claires, et voilà, et que l'AI, et en particulier la Gen AI, ne deviennent pas un nouveau buzzword qui va faire gonfler une bulle qui va forcément éclater parce que c'est le destin de la bulle. Très bien. Du coup, Valentin, de ton côté, est-ce que dans l'écosystème plutôt des startups, est-ce que pour toi, par exemple, dans ton entreprise et dans ce que tu vois autour de toi, finalement, ce changement avec l'arrivée de l'IA générative, est-ce que vraiment c'est un changement? Est-ce que c'est une accélération ou quelque chose qui pourrait être une hype En fait, je pense que la vraie révolution de l'IA générative, elle vient non pas de la technologie, mais de sa démocratisation. Quand on a commencé à créer Askmona en 2017, on avait dans la tête certaines technologies qui sont aujourd'hui assez avancées, les Generative Adversarial Network, des réseaux de neurones profonds. On a testé GPT-1, GPT-2. Enfin, donc il y avait déjà toutes ces technologies qui existaient, qui étaient des technologies déjà très transformatrices, mais simplement, elles étaient qu'à la disposition soit de chercheurs, soit de développeurs. Il fallait rentrer la main dans le code. Là, ce que je trouve incroyable, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est confronté à de l'intelligence artificielle et tout le monde peut produire avec son téléphone une image, un son, un texte généré par intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment la vraie révolution, elle vient de la démocratisation. Et ce que je trouve incroyable, c'est que derrière, ça a créé des surcouches de services. Donc évidemment on connaît tous Midjourney, ChatGPT et ces grands services américains, mais en fait on a plein de surcouches de services plus spécialisés pour des entreprises. L'exemple de Mistral va en être je pense un super cas d'usage, mais il y a plein d'autres entreprises qui se créent là-dessus, et en France je pense qu'on a un rôle de choix. Vraiment on a une place à prendre. Quand on a commencé en 2017 et qu'on parlait d'intelligence artificielle à des conservateurs de musées, ils nous regardaient avec des yeux écarquillés. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde sait et comprend ce que c'est que l'IA. Je pense qu'on parle d'éducation et de culture technologique. On est en train d'assister à une mutation fondamentale dans cette culture technologique sur l'intelligence artificielle. En France, il y a plus de 25% des Français qui ont déjà utilisé ChatGPT de manière régulière, pas simplement une fois pour s'amuser, ce qui est incroyable. Et quand on regarde les populations des 15-25 ans, ça monte à 80%. Donc, enfin, ça y est, on appréhende cette culture tech de manière très forte. Et j'en présage que des bonnes choses pour la suite. Très bien. Alors, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est avec l'IA générative, une des particularités, c'est la démocratisation de l'IA. C'est-à-dire que en fait, l'IA existe depuis longtemps, mais en tant qu'utilisateur, on n'a jamais eu l'occasion vraiment de lui parler. Donc c'est une rencontre aussi, c'est intéressant. Mais c'est aussi une démocratisation pour les développeurs et les startups, parce qu'aussi elle est très facile à déployer en s'appuyant sur des briques qui sont APIfiées. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un moyen d'inventer pour la France des nouveaux services qui s'appuient sur l'IA sans forcément être soi-même une entreprise de l'IA? Alors, oui et non, parce que je pense que pour bien... Alors, il y a des niveaux de profondeur de technologie, c'est sûr, et je pense que toutes les entreprises vont être impactées dans un sens par l'intelligence artificielle, mais pour déployer des produits d'intelligence artificielle, le mieux c'est quand même de pouvoir les maîtriser un petit peu, et ça dépend de son niveau de profondeur, mais c'est important de pouvoir les maîtriser. Je peux vous donner un exemple de rapidité de déploiement en revanche.
décembre et janvier, on commence à se rendre compte que ChatGPT, c'est pas simplement un petit jeu, ça commence à devenir une puissance transformatrice importante. Et du coup, nous, on décide chez Askmona de créer un produit autour de ça, disponible dans les boutiques de musées. Et on a créé ça, donc je vous le montre ici. C'est un petit magnet sur lequel il y a la tête de Marie-Antoinette. Vous retournez le magnet, vous scannez un QR code et vous pouvez discuter avec Marie-Antoinette. Et ça, c'est possible grâce à des technologies de Transformers, de GPT. La très grande versatilité de ces modèles nous permet ensuite de les modifier, de les fine-tuner pour créer des modèles qui sont... Voilà, le magnet parle comme Marie-Antoinette, on en a fait sur Napoléon, Louis XIV et tout ça. Mais donc on peut faire des choses très rapides. Et donc le produit, on a l'idée en décembre et en mars, il est sur les étals des magasins. Je pense que la réponse, on est dans un monde qui malheureusement s'appauvrit en se clivant et en se coupant en deux, mais la réalité est quand même nuancée. Je pense que la réponse, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent qu'il n'y a absolument aucune valeur à créer quand on n'est pas propriétaire de ces modèles. En fait, je pense que c'est pas vrai. L'exemple de Marie-Antoinette est un très bon exemple. On peut tout à fait créer de la valeur parce qu'il y a encore énormément de choses à faire une fois qu'on a simplement l'autoroute et l'infrastructure. Néanmoins, je pense que si on dézoome un peu, c'est important aussi de livrer bataille sur le sujet des infras et des modèles pour des enjeux de souveraineté économique, mais pas que, quoi. Aussi pour des enjeux sociétaux et philosophiques. Et notamment, je pense que ça a été, encore une fois, le PR l'a dit très clairement hier, c'est que si on commence à avoir un seul type de modèle, on va quand même avoir des biais sociétaux et cognitifs qui vont quand même un tout petit peu teinter tout ce qu'on va faire par-dessus. Donc je pense que la réponse, c'est les deux, quoi. Et il y a des modèles qui sont très américains, la façon dont sont déployés, par exemple ChatGPT. Il y a des sociologues qui ont fait le test, qui ont posé des questions, qui sont des questions de société, et une sorte de sondage, et les réponses au sondage sont extrêmement biaisées et culturellement très américains. Le rapport notamment à la position vis-à-vis des armes ou vis-à-vis de l'avortement ne sont pas du tout des positions françaises, par exemple. Et lorsque vous posez des questions à ChatGPT, vous allez avoir des réponses qui peuvent être un peu biaisées. Même si c'est une machine à dialectique qui apprend toujours à dire oui et non et ensuite à toujours présenter, ménager la chèvre et le chou, il y a quand même un sujet du biais, et c'est pour ça qu'il est très important. Mais on en construit déjà. Le modèle Bloom développé par Hugging Face, qui a été payé par la France et l'Union européenne, c'est un modèle un large language model qui a plus de paramètres que ChatGPT, et qui est un modèle qui est sinon français, du moins très teinté de la France et au niveau européen. Donc je pense qu'il y a des alternatives qui existent et qui sont crédibles aujourd'hui au niveau européen, en tout cas. C'est important d'en avoir ça en tête. C'est important de le vocaliser et de le prendre en compte. Moi, j'ai le sentiment que la promesse de la chute des barrières à l'entrée, c'est une fausse promesse. C'est là où le rôle de l'État va être fondamental. Ces modèles, ils sont extrêmement complexes. Ils ne sont pas si simples que ça, ils sont extrêmement complexes. Et c'est là où il va falloir former les individus, il va falloir former les élèves, il va falloir les former surtout à poser des questions là où on est plutôt... Aujourd'hui, on forme les élèves à écouter les professeurs qui sont détenteurs d'un savoir qu'ils diffusent. C'est toute l'erreur que fait, à mon sens, Geoffrey Hinton, qui est récipiendaire du prix Turing en 2018, quand il dit il ne faut plus former les radiologues parce que les transformeurs, aujourd'hui, détectent mieux qu'un radiologue un mélanome. Mais qui peut comprendre la lecture d'une radio faite par un transformeur si ce n'est un radiologue? Qui peut prompter sur le marketing si ce n'est quelqu'un qui maîtrise le marketing, etc., etc. Donc il va y avoir une montée dans la chaîne de valeur des différentes expertises au sein des entreprises, mais il va bien falloir accompagner cette montée en puissance dans la chaîne de valeur. Il va surtout falloir éduquer les gens à utiliser ces technologies qui vont, comme le disait Yann Lequin, pour la plupart disparaître. C'est-à-dire que les grands modèles de langage, ils vont s'invisibiliser au même titre que sur votre iPhone, votre agenda, votre appareil photo, votre réveil a disparu. Il a été intégré. Donc on peut penser que les LLM, mais comme aussi la capacité à prompter, tout ça va disparaître. Mais il faut accompagner cette disparition en éduquant les gens. C'est absolument fondamental. Vous avez dû voir hier le fait que Raphaël Antovan avait éclaté ChatGPT au bac de philo. La réalité, c'est que je ne pense pas que ce soit ChatGPT qui soit inférieur. C'est que la personne qui a prompté ChatGPT sur le sujet n'a pas bien fait son travail. Ça rejoint un sujet finalement qui est sur la partie digitale assez récurrent en France. C'est-à-dire... là, par exemple, il y a quelques semaines, j'entendais des débats sur les réseaux sociaux, la culture des réseaux sociaux, apprendre aux enfants à utiliser les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux ne datent pas d'hier.
Donc si on rajoute maintenant le prompt, etc., c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à rattraper en termes de culture digitale et d'enseignement de à quoi servent ces outils, quelles sont leurs limites, quels sont leurs biais. Effectivement, les biais, c'est super important. Donc ça veut dire que finalement, est-ce que ça joue uniquement au niveau industriel ? Donc est-ce qu'on peut imaginer d'autres manières, on va dire, où la France pourrait peut-être sortir son épingle du jeu que simplement une approche industrielle de l'intelligence artificielle ? Moi, je rappellerai juste une chose. Dassault Systèmes 3DS est une société exceptionnelle en la matière, et notamment dans le développement des logiciels 3D, qui n'a pas attendu le développement de l'IA générative pour proposer ces logiciels. Donc la France est forte, on a juste un travers, c'est peut-être un peu trop de pudeur. Moi, je vais prêcher... C'est sûr, la France a de la pudeur, la modestie, tu veux dire. Okay. Les industriels, en tout cas. Les gens de marketing, un peu moins. Mais... Moi, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais je pense que les industries culturelles et créatives sont une formidable chance pour l'intelligence artificielle et pour le développement de l'intelligence artificielle. On a tendance à dire oui, l'IA est une chance pour la santé, l'IA est une chance pour la finance, l'IA est une chance pour la culture. J'aimerais bien renverser la chose et se dire à l'inverse, comment la culture, les artistes, les créatifs peuvent aider à l'émergence de l'intelligence artificielle. Et c'est fou de voir que les premiers modèles qu'on met entre les mains des gens, c'est d'abord de la génération d'images, et les artistes s'en saisissent tellement vite, on avait l'impression d'assister à la renaissance de la photographie, quoi. Comme si on avait réinventé ce que c'était qu'un appareil photo avec Midjourney, par exemple, ou DALL-E, ou ces autres logiciels de génération d'images. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tout un tas d'acteurs créatifs, d'industries culturelles et créatives en France, qui font véritablement la spécificité aussi de notre pays, qui peuvent drainer énormément de développement en intelligence artificielle. On parle de LVMH comme d'une grande puissance mondiale, hein, qui peut drainer énormément d'activités. Ça, c'est une chance, je pense, d'avoir des groupes comme ça pour pouvoir développer des intelligences artificielles qui soient plus liées aussi à nos sujets. Et en dehors de ces grands sujets mode luxe que représente LVMH, on a des grands studios de cinéma, des grands artistes, des musées, des lieux de production de savoir et de culture. Et en fait, on a besoin de la production de ce savoir et de cette culture pour développer des intelligences artificielles et des intelligences artificielles de confiance. Moi, je voudrais juste dire qu'il ne faut pas se tromper de timing. L'arrivée à maturité et à l'expertise de ces grands modèles de fondation, notamment les LLM, c'est autour de 2030. Donc sur l'image, le texte, le code, la plupart des médias générés. Donc il faut former. Il a fallu à peu près 10 ans pour que la Silicon Valley, si vous regardez le décrochage du CAC 40 avec le Nasdaq, c'est à partir de 2008, ça décroche parce que l'IA, notamment, se développe à la Silicon Valley. Donc il faut préparer les jeunes, les enfants, les jeunes et les industriels à ce qui va se passer dans 10 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. On n'est pas dans une logique de plan à 100 jours. On est dans une logique où on crée un écosystème. En effet, on essaie de créer un train pour aller sur le plateau de Saclay en ce moment, c'est assez compliqué, mais où on prépare l'écosystème pour une période qui est de 5 à 10 ans. Et comment on jalonne tout ce chemin. Moi, je voudrais... 3 points de réaction. Le premier, c'est que les sondages montrent que les 2 tiers des Français ont peur de l'IA. Donc la peur n'est pas un plan. Je pense que ce n'est pas une émotion qui met en action positive. En revanche, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des sujets fondamentaux d'encadrement, de régulation et d'éthique qui vont du respect de l'IP jusqu'à... le respect des droits fondamentaux avec les deepfakes, etc., les sujets de fake news. Donc, je pense qu'avoir peur, ça ne sert à rien. Il faut évidemment écrire le futur, et pas en avoir peur, mais il faut l'encadrer, ça c'est 1. 2, ce qui se murmure quand même en ce moment dans la Silicon Valley, c'est que les usages d'OpenAI aujourd'hui sont à 80% B2B. Donc ça veut dire qu'entre l'usage individuel, etc., et le fait qu'à un moment donné, la lame de fond du business et de l'industrie reprend la main, il faut quand même avoir ça en tête. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, évidemment, là, c'est le coq orange qui chante, et je suis complètement d'accord avec Valentin. Je pense que les cas d'usage sont probablement totaux sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais je pense que la manière dont les industries culturelles et créatives vont à la fois nourrir l'IA et inversement sera, je pense, un cas d'usage assez
emblématique de la manière dont l'IA va se diffuser à la fois dans le business et dans l'imaginaire collectif. Et je pense qu'il faut le prendre positivement comme un outil de créativité exceptionnel, avec des limites, avec des règles, mais il y aura toujours besoin de talent humain. Et je pense que c'est plutôt un accélérateur de talent humain et un transformateur de talent humain que The Rise of the Machines, quoi. Et puis, pour rappeler, on parlait d'industrie culturelle et créative, mais une industrie culturelle et créative qui a transformé massivement la façon dont on utilise l'intelligence artificielle. C'est un grand libraire que vous connaissez tous, qui s'appelle Amazon. Ça a commencé comme une librairie, en fait, comme un endroit où on achète des livres. Ça s'est beaucoup transformé par la suite, mais l'objet livre est pas anodin. En fait, les biens culturels sont des biens qui sont très propices en fait à l'usage de l'intelligence artificielle, notamment par leur classification et la façon dont ils sont consommés et reçus par le public. Et du coup, c'est grâce à ces biens-là qu'on a pu créer, que Amazon a créé ses premières IA de recommandations qui aujourd'hui structurent nos vies. Et ensuite, on peut prendre d'autres exemples, mais Spotify, Netflix, toutes ces grandes plateformes qui sont aussi des plateformes d'industrie culturelle, en fait, sont des gens qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Et en France, on a tout pour réussir spécifiquement dans le secteur des ICC. Du coup, alors pour rebondir là-dessus, c'est effectivement la question des industries culturelles, de la création, de la créativité, et le lien avec l'IA générative, effectivement, il est très fort. Après, la vraie question, un peu le caillou dans la chaussure, c'est la redistribution de la valeur. Voilà, donc qu'est-ce que ça change aussi en termes de redistribution de valeur, parce que en fait, il y a aussi dans le milieu de la culture, dans le milieu de la création graphique notamment, énormément d'inquiétudes sur l'arrivée de ces IA génératives. Donc est-ce que tu penses qu'on peut concilier la part du créateur humain et cette puissance de l'outil ? C'est sûr que de toute façon, on est amené à repenser complètement notre droit. Les annonces du président de la République hier sont le témoin, mais on va être obligé de repenser notre droit, notamment notre droit d'auteur à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est sûr. De l'autre côté, la question du partage de la valeur, c'est aussi une adaptation vis-à-vis d'un outil. Je prenais l'exemple de la photographie tout à l'heure, mais lorsque l'appareil photo arrive au 19e siècle et devient un outil massivement utilisé par, au départ, une petite bande de geeks, mais ensuite par la population générale, les peintres ont très peur en se disant on avait l'habitude de peindre le réel et c'est plus possible de le faire. Et puis il y en a qui se sont déportés vers la photographie, qui sont devenus photographes, et d'autres qui ont réinventé leur façon de peindre. On n'aurait pas eu les impressionnistes, je pense, sans l'émergence de la photographie. Et je pense qu'aujourd'hui, les graphic designers, les artistes, les producteurs de musique, tous ces gens-là vont être obligés de se positionner vis-à-vis de l'IA, que ce soit pour ou avec l'IA ou contre l'IA, mais en tout cas de se positionner vis-à-vis et de réinventer leur façon de travailler. Très clair. Alors, si on revient un peu au cœur de notre débat, la place de la France, l'industrie, voilà, en ce moment, il y a tout un plan de réindustrialisation, voilà, de reconquérir des parts de marché. Est-ce que l'IA et l'IA générative peut jouer un rôle en France dans cette reconquête et dans une nouvelle approche finalement de l'industrie, parce qu'on ne va pas refaire l'industrie comme elle était dans les années 60. Si on doit réindustrialiser, c'est avec aussi des nouveaux paradigmes, et notamment le paradigme climatique, voilà, tout ce que ça implique. Donc, est-ce que finalement l'IA ne peut pas être aussi un moyen de se transformer nous-mêmes en tant que pays ? Bien sûr, je pense qu'encore une fois, c'est un outil, c'est un choc d'efficacité et d'intelligence colligée et de productivité. Donc, dans la manière dont on va réindustrialiser de manière avec une forte prégnance technologique, avec un angle de décarbonation fort, évidemment que ce sera un facilitateur, en fait. Je pense que il faut aussi voir ça comme ça. C'est une longitudinale technologique qui va avoir des impacts très forts sur la réindus, sur aussi, je pense, l'avènement d'expériences immersives très forts. Et je pense que le sujet du metaverse, le fait de dire le metaverse c'est has-been, Meta s'est planté, Disney est parti et c'est la Gen AI à la place. En fait, je pense qu'au contraire, la Gen AI est un enabler du metaverse très puissant. Je suis assez d'accord. Alors, petite question
plus sur la partie réglementaire légale, parce que alors en France, s'il y a un sujet sur lequel, en Europe, en France, on est pionnier, c'est quand même la partie légale réglementaire, puisqu'on a été les premiers à se poser des questions sur qu'est-ce que ça impliquait, l'IA générative, la gestion des data, la privacy, etc. Est-ce que cette équation, finalement, peut être une chance pour nous, c'est-à-dire de faire une IA éthique, du coup d'avoir un positionnement un peu singulier par rapport à d'autres pays? Je pense que vis-à-vis de cette réglementation, c'est vrai qu'en France, on est un peu des champions du monde de cette réglementation, mais souvent pour des bonnes raisons. On l'oublie souvent, mais le droit d'auteur a été inventé en France par Beaumarchais au moment de la Révolution française, et cette invention-là, elle a structuré énormément la protection d'artistes à travers l'Europe principalement, mais à travers le monde en général. Et on a inventé ce modèle-là, qui est un modèle qui est très protecteur des créatifs. Et je pense qu'à l'heure de l'intelligence artificielle générative, la question du partage de la valeur va être résolue aussi par une forme de réglementation, c'est sûr. Et on a toute notre place pour pouvoir y arriver, pour pouvoir le faire de manière éthique et développer des intelligences artificielles de confiance. Le droit d'auteur français et européen, qui consiste à reconnaître les droits d'un auteur et à le rémunérer proportionnellement au succès de sa création, nous, ça nous paraissait quelque chose qu'on a complètement conscientisé en France, mais encore une fois, c'est pas le modèle unique au monde, hein. Je rappelle que les 2 co-créateurs de Superman ont vendu leur IP à un éditeur pour $150 et ont fini dans la misère. Et par ailleurs très malade et très mal soigné, parce qu'il n'y avait pas non plus de système de santé, quoi. Voilà, donc ça, c'est quand même un point. Ensuite, sur la régulation, je pense que ce qu'a dit le président hier est très clair sur le sujet, c'est-à-dire qu'il en faut. À l'échelle française, ça ne suffira pas. Il faut que la conversation, elle soit européenne, et même probablement pas que. Il faut qu'elle soit au-delà de ça. Et on ne peut pas juste dire aux autres ce qu'ils ont le droit de faire et pas faire, et nous-mêmes être affaiblis en termes de ce qu'on a à proposer en termes d'infrastructures et d'entreprises et de business, parce que sinon on est très très faible dans la conversation. Et donc il faut innover, être fort sur toute la filière et dans tout l'écosystème, et réguler en même temps, et pas simplement appuyer sur le bouton de la régulation. Oui, je rajouterais juste, tu viens de le dire, qu'en matière de souveraineté, l'infrastructure, elle est essentielle, et notamment en matière de véhicules pour collecter, protéger et détenir la donnée. Et il n'y a pas vraiment de cloud souverain. Enfin, quand on parle de cloud souverain, on a une infrastructure qui est une infrastructure Azure, Microsoft, OVH existe, mais la problématique de l'infrastructure, elle est fondamentale. Et la capacité aussi pour les startups et les sociétés françaises à rester françaises ou européennes et à ne pas être achetées par des sociétés américaines. Ce qui est aussi un autre problème. Alors du coup, c'est ma question suivante, ça tombe bien. C'est par rapport aux GAFAM, parce que finalement, si on regarde cette révolution d'IA générative, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que c'est le retour des gros. C'est-à-dire que les générations précédentes de révolution, c'était quand même souvent des tout nouveaux acteurs qui commençaient assez petits et qui explosaient et qui devenaient des très très gros, par exemple Facebook typiquement. Là, OpenAI, il commence quand même avec un certain montant, notamment d'investissement, qui permettent. Est-ce qu'on peut vraiment les comparer à des startups avec le niveau d'investissement pour générer ChatGPT 3 et ChatGPT 4 et du coup, est-ce que l'entraînement coûte cher? L'entraînement des LLM est un ticket d'entrée extrêmement élevé. Donc, comment réussir à contrer les GAFAM qui arrivent avec des moyens colossaux pour ces entraînements? Sur ce sujet-là, moi je ne suis pas complètement d'accord. Alors oui, il faut beaucoup de fonds, et je pense qu'OpenAI a disposé d'énormément de fonds dès sa création et dès le départ. Mais ce que je trouve incroyable, et dans la vie d'un entrepreneur, c'est quand même un modèle, c'est que il y a 300 mecs qui ont fait trembler toute la Silicon Valley, et ils ont commencé, ils n'étaient pas 15 000, ils font trembler Facebook, Google, et Microsoft se dit il faut absolument qu'on les prenne sous notre aile parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ils ont commencé, ils n'étaient pas si nombreux que ça, hein, pour comparer des tailles de boîte. Il y a des licornes françaises qui sont évidemment beaucoup plus nombreuses. Et donc, ce que je trouve incroyable comme exemple, c'est que oui, il faut beaucoup de capital, mais avec peu de personnes, on peut
quand même créer et démarrer une révolution. Alors évidemment, leurs modèles, c'est des modèles qui ont d'abord été développés par Google et l'université de Stanford. Ils ont récupéré des trucs, c'est pas les premiers à avoir inventé la chose, mais ils l'ont démocratisé très très rapidement. Et moi je pense que ça, ça donne de l'espoir aux entrepreneurs en se disant ouais, on peut y aller, quoi. On peut se mettre à 10, 20, 30, 50, 100, 300 et changer le monde, quoi. Et ça, c'est l'exemple de Sam Altman, c'est qu'à 300, ils ont changé le monde. C'est fou. C'est complètement fou. Moi, j'ai juste, pour continuer ce que tu dis, c'est qu'on ne maîtrise pas une technologie. Xerox a inventé l'interface utilisateur, Apple l'a développée, Google a inventé, pas tout seul, hein, c'est de la science, a inventé les transformers, OpenAI l'a développé. Aujourd'hui, on ne contrôle pas une technologie. En la matière, en mars, Llama, donc le modèle de fondation de Meta, a fuité, exprès ou pas, je ne saurais pas le dire. En tout cas, Stanford a développé Alpaca, son modèle, avec 7,5 milliards de paramètres, donc beaucoup moins que le modèle de base Llama. Et tout un ensemble de petits modèles ont été développés avec ce qu'on appelle de la donnée synthétique, donc avec beaucoup moins de données nécessaires, beaucoup moins de poids, et donc pas toute cette nécessité d'entraînement que vous évoquiez. Et donc finalement, ça coûte pas cher. Donc, aujourd'hui, entre 100 et 600 $, on développe son propre modèle avec des éléments qui se retrouvent sur 4chan, qui se retrouvent sur la plupart des librairies algorithmiques disponibles gratuitement sur Internet. Et donc c'est surtout et avant tout une problématique humaine où les femmes ont aussi leur rôle à jouer. On est quand même 3 couillus ici et on parle beaucoup de mecs, mais où les femmes ont aussi très très grandes chercheuses françaises à l'ENS, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais où les femmes ont leur rôle à jouer. On peut très simplement développer ce genre de modèle. Il faut juste de l'envie et un soutien politique, financier de l'État et surtout une culture. Alors, c'est vrai pour les modèles, mais en fait, la particularité, si on prend le ChatGPT 3 ou ChatGPT encore 4, qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a été entraîné sur un corpus de données colossal. Et du coup, ça a coûté très cher, à la fois en entraînement machine et en entraînement humain. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a quand même des humains qui ont travaillé sur le fine-tuning de ChatGPT 4. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, finalement, qui fait la différence quand on passe à l'échelle industrielle. C'est que la puissance de ChatGPT 4, c'est la taille de sa connaissance et la profondeur. Et du coup, ça demande des moyens colossaux, d'où les levées de fonds. On a vu Mistral qui commence quand même avec un joli pactole pour faire son entraînement, probablement 2 phases d'entraînement avec 100 millions de $ de mémoire. Voilà, donc est-ce que finalement, même si je suis d'accord avec toi, pour des LLM très spécialisés, le ticket d'entrée n'est pas très élevé, dès qu'on veut rentrer en compétition avec ces acteurs qui sont qui font des chatbots un peu omniscients, est-ce que c'est pas quand même un facteur discriminant, ce capital ? Je reparle 30 secondes. En tout sujet, l'argent n'est pas essentiel. À mon sens, même en matière de création, ce que j'enseigne toujours à mes étudiants, on a la chance d'étudier au même endroit avec Valentin, c'est un faux sujet. Les IA vont être spécialisées. On va avoir des IA en matière médicale, des IA en matière de défense. On n'a pas besoin de modèles généraux comme ChatGPT 4 et le 5 qui déjà fait des choses hallucinantes, paraît-il, en laboratoire. ChatGPT 4, le 3,5, pardon, c'est 42 millions de livres, 42 téraoctets. Donc c'est colossal, bien évidemment, et c'est pour des applications qui sont généralistes. Si on veut des applications plus spécifiques, d'ores et déjà, Alpaca est plus fort que Bard ou le modèle d'OpenAI sur des applications très spécifiques. On n'a pas besoin de tout ce volume. Alors, du coup, ça boucle bien avec ma dernière question. C'est parfait. T'es parfait pour les transitions, merci beaucoup. Du coup, est-ce que finalement, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, parce que ChatGPT a attiré toute l'attention et qu'on parle d'IA générative, en général, on compare avec ChatGPT, mais est-ce que l'avenir, est-ce qui va permettre peut-être à la France de rayonner, c'est pas justement ces IA ultra spécialisées, investir dans les bons secteurs qui sont en phase avec les points forts déjà de la France, de son économie, de son système réglementaire. On parlait de l'économie des créateurs. Il y a énormément de choses à faire en dehors du textuel. Et voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies dans l'IA pour justement se distinguer que ces IA ultra généralistes ?
Il y a 4 domaines dans lesquels la France est absolument exceptionnelle. C'est la défense, c'est l'agriculture, c'est la mobilité, c'est la santé. Et dans ces domaines, dans ces différents domaines, l'IA est utilisée depuis de très nombreuses années. Je vous parlais tout à l'heure de Dassault Systèmes, mais aujourd'hui, en radiologie, il n'y a pas une radio de fracture qui ne soit pas visée par une IA. Il n'y a pas, en oncologie, selon les chiffres de Siemens, c'est 30% des radios, et si vous êtes à Paris, 30% des tumeurs sont visées par une IA. Donc, en France, nous sommes extrêmement forts, peut-être un peu pudiques sur ces différents sujets. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas partir, avec une projection de défaite, en fait. Si la question se résume à est-ce qu'on sera capable de reconstruire un LLM comme celui d'OpenAI avec les capitaux et le time to market nécessaire, on peut peut-être se faire du mal, mais en fait, il y a d'autres questions à se poser, quoi. Il y a le sujet, en effet, de modèles plus spécialisés qui, à un moment donné, vont trouver leur avantage compétitif. Et il y a, de manière générale, encore une fois, il faut reprendre un peu de distance sur le truc et sans minimiser le choc technologique de transformation que c'est. Le monde en a connu d'autres. Et à un moment donné, la vérité est toujours dans le différenciant, la création de valeur. Et ça, évidemment, le talent humain, parce qu'encore une fois, ce sont des humains qui ont inventé ce truc, ce sont des humains qui ont entraîné ce truc, et ce sont des humains qui se servent de ce truc. Donc, il ne faut quand même pas perdre ça de vue. Et donc, il y a de la valeur à créer, avec des parties prenantes écosystémiques, avec des startups, avec des grands groupes. Il faut que tout le monde bosse ensemble, parce qu'encore une fois, à l'échelle de la France et de l'Europe, c'est comme ça qu'on y arrive. Sinon, on est... pour le coup, là, structurellement sous critique, mais je pense qu'il y a énormément de combats à gagner. La guerre n'est pas forcément de gagner toutes les briques de valeur et de construire toutes les briques de valeur du mur. Là, en effet, si on se dit que c'est ça le but le endgame, on risque d'être déçu. Mais se dire qu'il y a des briques de valeur extrêmement fortes à construire sur des infras, mais aussi sur des surcouches et sur des propositions de valeur qui s'appuient sur des infras existantes. Ça, on y croit très fort. Et encore une fois, je pense qu'on a la chance d'être dans un pays qui a des instruments de financement de tout ça qui sont, à l'échelle d'un pays comme la France, quand même assez bien positionnés. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le quantum computing, donc la puissance de calcul sur lesquelles la France, elle aussi, est extrêmement forte. Et un des enjeux, on l'a vu avec NVIDIA et les GPU, la puissance de calcul par la carte graphique, où la France est très très forte, c'est bien le quantum computing. Et pour faire en sorte que ces IA processent, il faut de la puissance de calcul. Moi, je trouve ça toujours assez troublant lorsqu'on nous dit il faut faire le OpenAI français ou l'OpenAI européen, le Google français ou le Google européen, le Facebook français, le Netflix français. Netflix s'est pas dit je vais faire le machin truc américain. Ils n'ont pas copié quelque chose qui existait ailleurs pour pouvoir le faire. Et c'est pas comme ça que ça se pense. Le but. J'allais pas parler de Salto. Le but derrière, c'est quand même de se dire, on a une puissance d'imaginer des solutions qui ne sont pas que des copycats d'un modèle américain. On a d'autres solutions à inventer et on a tous les talents pour pouvoir le faire. Donc, fonçons. Je pense que c'est une conclusion parfaite.